Le Monde dans votre radio à 18h51 tous les soirs, ce sont les chroniques du Monde avec vous, Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. Ici on a l'œil sur le niveau de l'eau, le niveau des fleuves, les crues. Là où vous nous emmenez, c'est exactement l'inverse. On part pour l'Afrique du Sud et pour Cape Town, où le niveau d'eau est si bas que les autorités affirment que le jour zéro arrive. Alors, ça met un peu les jetons, jour zéro. Le jour zéro, c'est le jour où il n'y aura plus d'eau qui coulera des robinets, plus d'eau courante. Le niveau des réserves dans les barrages baisse inexorablement et plus vite que prévu. Du coup, la date couperet vient même d'être avancée de 9 jours. Elle est planifiée désormais pour le 12 avril. Alors il faut comprendre que cette sécheresse est historique. Elle a touché toute l'Afrique australe depuis 3 ans, aggravée par le phénomène climatique El Niño qui a notamment pour effet de déplacer les précipitations vers l'est dans l'océan Pacifique. Et donc, la région du Cap n'a pas eu de pluie et la voilà à sec. Oui, j'imagine qu'ils n'ont pas attendu le jour zéro ou même le jour moins 60 pour déclencher des mesures drastiques. Voilà, il y a des restrictions d'eau qui vont crescendo. Chaque habitant du Cap a droit actuellement à 87 litres d'eau, à la fois pour boire, mais aussi pour se laver, cuisiner, faire sa vaisselle et sa lessive. 50 litres, c'est une douche. Voilà, alors, une grande douche quand même. Oui, mais alors 87 litres d'eau par jour, pour vous donner une idée, un Américain utilise en moyenne entre 300 et 380 litres par jour. Et les restrictions à Cape Town se durcissent encore la semaine prochaine, le 1er février. Chacun aura droit à 50 litres d'eau, pas plus, et il faudra tenir comme ça pendant au moins 5 mois. Et le jour zéro, c'est le 12 avril pour sûr, ou ça peut être encore avancé? Non, ça peut être avant. Et là, pour le coup, les autorités ont commencé à creuser la semaine dernière pour essayer de pomper les eaux souterraines. Elles montent aussi des projets de désalinisation de l'eau de mer, un peu tard. Elles examinent la possibilité de stocker de l'eau sur les bases militaires. Et puis, un plan d'urgence doit être présenté avec 200 points d'eau où la population viendra chercher, cette fois, c'est 25 litres quotidiens par personne, donc encore moitié moins quand les robinets seront asséchés. Mais de la vie générale, tout ça manque cruellement d'anticipation. 200 points d'eau seulement pour une ville de 4 millions d'habitants. Ça fait 4 millions d'habitants, ça fait des milliers de personnes qui feront la queue chaque jour à chaque point d'eau. Ça risque d'être ingérable, alors que la situation n'est pas nouvelle. La région a été déclarée zone sinistrée en mai 2017. Quant à la pluie, si elle arrive, ce ne sera pas avant 3 mois. Ça, c'est ce qui se passe donc à Cape Town en ce moment. On va passer du manque d'eau au sable. Quand ça manque d'eau, remarquez, de temps en temps, on voit le sable, avec une méthode assez radicale pour aider les enfants hyperactifs. Vous allez voir, ça se passe en Allemagne chez vous, Hélène Kohl. Bonsoir. Bonsoir. C'est une méthode qui est mise en œuvre dans 200 écoles du pays. En quoi ça consiste au juste ? En fait, on propose tout simplement aux enfants hyperactifs de porter des vestes de sable, des gilets lestés, entre 1 et 3 kilos pour les petits, jusqu'à 6 kilos pour les grands à partir du CM2. L'idée est née à Hambourg, dans une école inclusive, c'est-à-dire qui accueille beaucoup d'enfants malades, handicapés ou avec des troubles du comportement. Et l'une des maîtresses a remarqué que certains enfants n'arrivaient à se concentrer que lorsqu'un adulte était à leur côté, la main sur l'épaule, avec un contact. Un petit garçon de CP était tellement agité qu'il tombait de sa chaise plusieurs fois par jour. Alors, cet institut a proposé à la mère d'essayer de lui faire porter ce gilet lesté. L'enfant raconte maintenant dans le journal local de Hambourg qu'il se sent recentré. Il a moins besoin de penser sans cesse à contrôler ses mouvements, donc il peut mieux écouter en classe. Il trouve aussi qu'il écrit mieux. Quant à l'un de ses petits copains que les médecins voulaient mettre sous médicament, eh bien, grâce à cette veste, il évite de prendre de la Ritaline, qui est un médicament psychostimulant. Donc pas de recours pharmaceutique, mais une veste qui fait quand même un peu camisole sur les bords de temps en temps, non ? Qui peut être pris comme ça en tout cas. Et c'est l'une des raisons de la polémique, car il y a un risque effectivement que ces enfants avec ce gilet soient stigmatisés. On l'entend déjà, tiens, voilà le taré avec ses sacs de sable, clairement. Alors une autre interrogation, naturellement, c'est le poids de ces vestes sur des petits corps. Oui. Alors l'institutrice explique que dans sa classe, les gilets ne sont pas réservés à tel ou tel enfant. Chacun peut en faire usage en cas de besoin, par exemple après une grosse émotion ou bien dans un contexte général dans une classe agitée, pour pouvoir se concentrer ponctuellement. Et puis surtout, jamais plus de 30 minutes et toujours en concertation avec les parents. Alors vous l'avez dit, c'est mis en œuvre dans des écoles inclusives, donc des écoles très attentives à ces sujets qu'on peut considérer comme bienveillantes. C'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut le généraliser ? Alors effectivement, c'est pas toujours le cas et il peut y avoir évidemment la cruauté des copains de classe, la maladresse aussi des enseignants ou même des parents qui n'ont pas toujours la bonne formation, les bonnes infos pour expliquer cette démarche à l'enfant qui peut vraiment ressentir le port de cette veste comme une punition. Et c'est la raison pour laquelle le Land de Rhénanie, le plus peuplé d'Allemagne, vient d'ailleurs de décider d'interdire ces gilets. Hélène Kohl donc à Berlin pour
Europe 1. Merci beaucoup Hélène. Un mot, Sophie, de ce qui se passe en Inde, où le ministre de l'Éducation suggère que la théorie de l'évolution soit purement et simplement retirée des manuels scolaires. Ah oui, ce ministre, qui est un nationaliste hindou, ancien commissaire de police, ça mène à tout, affirme que la théorie de Darwin est scientifiquement fausse, que personne n'a jamais vu un singe devenir un homme. D'ailleurs, d'après lui, 10 à 15 grands scientifiques du monde seraient d'accord avec ce qu'il dit. Évidemment, ça provoque un tollé. Plus de 2000 scientifiques indiens ont signé une pétition jugeant ces remarques simplistes, trompeuses et manquant de toute base scientifique. Sophie Larmoyer, les chroniques du Monde, c'est donc tous les soirs.